Bonjour à tous et bienvenue dans Les Experts. Et une fois de plus, nous allons passer l'actualité de la semaine en revue. Alors on va parler de stades, de Catalans, de talents et d'hôpitaux, entre autres. Pour analyser et commenter tout cela, 2 invités politiques et 4 experts. On va commencer par le premier. Il n'est ni avocat ni huclois, il est journaliste. Bonjour Nicolas de Decker. Bonjour Jean-Jacques. Elle n'arrondit pas les angles, mais elle préside le cercle féminin BABI. Béa Ercolini, bonjour. Bonjour. Romancier primé, chroniqueur parfois déprimé. Bonjour Marcel Sel. Bonjour. Chroniqueur râleur ou râleur chronique, c'est selon. Pierre Chaudoir, bonjour. On commence par ce désastre, cette nouvelle qui nous a sidérés cette semaine. Non, ce n'est pas le décès de Johnny, mais la fin de l'espoir de voir l'Euro 2020 démarrer à Bruxelles. Le stade national ne sera donc pas prêt, mais y aura-t-il un jour un stade national? Le résumé des derniers épisodes avec Cyprien Houdbon. Mai 2013, la décision presse. Il reste 7 ans avant l'Euro de football. Rudy Vervoort vient de prendre la tête du gouvernement bruxellois et il l'annonce, le nouveau stade sera construit sur le parking C du Heysel. Quelques jours plus tard, à la ville de Bruxelles de suivre le pas, mais il est écrit que la construction d'un nouveau stade ne sera pas une croisière tranquille sur le canal. Le stade actuel devra laisser place au projet Néo. Le nouveau stade prendra place sur le parking C, une propriété de la ville de Bruxelles, mais bel et bien située en Flandre, de l'autre côté de la frontière régionale. Et déjà, à l'époque, l'opposition se posait des questions. On sent bien que cette proposition mise sur la table, c'est de la communication. Tout le monde dans ce pays se met d'accord sur la nécessité de construire un stade national sur un terrain ou un territoire qui aurait un statut spécial, ou bien il faut trouver d'autres solutions. Septembre 2013, le gouvernement bruxellois fait sa rentrée. La Belgique est candidate pour l'Euro 2020 et les ministres veulent y croire. À en écouter Guy Van Engel. C'est le but d'implanter cette installation à cet endroit-là. C'est l'endroit le plus judicieux que possible pour une infrastructure de ce type-là. Et nous devons éviter de tomber dans des chamailleries communautaires typiquement belges. Recours et retard à répétition, résultat, Bruxelles n'accueillera aucun match du prochain Euro. Et une question se pose, si Guelamco veut honorer sa commande, a-t-elle encore du sens ? Alors, est-ce que ça a encore du sens, Nicolas de Decker? D'abord, ça a du sens d'avoir un stade national, de toute façon, et on sait, c'est consécutif aux exigences du football moderne, que l'Union de football européenne refuse de donner encore un statut, je veux dire, ordinairement national au stade Roi-Baudouin tel qu'il se trouve actuellement configuré. Donc ça, de toute façon, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut un stade, un autre stade, fût-ce celui-ci au même endroit, mais un autre stade. Moi, ce que je voudrais dire et mettre en garde contre certains de mes confrères et des analystes politiques et des politiques eux-mêmes, c'est sur les fausses explications. On a tendance, je trouve, à expliquer ce fiasco complet, parce que c'en est un, par ce qu'on appelle la lasagne institutionnelle. Cliché sympathique et séduisant, mais c'est pas lié au fait qu'il y a trop de structures à Bruxelles ou autour que ce fiasco a existé. C'est lié à quoi? C'est lié d'abord, si on s'intéresse seulement au problème institutionnel, c'est lié au fait qu'il n'y a pas assez de structures. Parce que si la communauté métropolitaine avait existé telle qu'elle a été programmée, donc s'il y avait une couche en plus sur la lasagne, probablement que ce fiasco ne se serait pas produit, en tout cas pas comme ça. Alors l'autre explication qui moi me semble, les autres explications qui moi me semblent plus décisives, bien plus que la ville, la région, la COCOF, la que sais-je, la communauté française, les permis d'environnement, la commune, etc. Ce sont 2 éléments. D'abord, le fait que c'est la NVA qui, à un moment donné, a eu les clés. Et donner les clés à un parti nationaliste flamand, ce qui n'est pas un reproche, ce n'est pas un jugement de valeur, donner les clés à un parti nationaliste flamand pour une infrastructure nationale belge, c'est nécessairement se condamner à ne pas pouvoir la faire. Et puis, un autre élément dont on ne parle presque pas, c'est une espèce de conflit d'intérêts gigantesque entre le patron du Football Club de Bruges, qui a un intérêt en tant que patron du Football Club de Bruges, et qui a lui-même des problèmes gigantesques à construire un nouveau stade à Bruges, ce qui montre que ce n'est pas lié à l'institutionnel. Il a intérêt à ce que le Sporting d'Anderlecht ait du mal à agrandir son propre stade. Premier élément. Ce patron du Football Club de Bruges est aussi patron de l'Union belge, qui lui, pourtant, devrait avoir intérêt à construire un stade pour les Diables Rouges. Et par ailleurs, il est aussi promoteur du centre commercial Uplace, qui est en conflit et en concurrence directe avec le projet Néo qui se trouve sur le site du Heysel. Et donc vous avez un personnage dont on ne parle presque pas, on n'en parle pas depuis des jours et des jours, c'est Guy Van Engel seulement qui a évoqué sa responsabilité il y a déjà des mois, qui est au milieu de tout et qui a eu
la possibilité, s'il le voulait ou pas, de tout faire capoter. Il se fait que tout a capoté. Est-il responsable? Il serait intéressant d'interroger M. Verhaeghe, qui est président donc, du club de Bruges. Il s'appelle Bart. Bart Verhaeghe, merci. Ah non, mais moi, j'ai rien à dire du tout. Waouh. Non, mais j'y comprends rien, mais je voudrais juste poser une bête question de pas experte, si ce n'est peut-être en féminisme et en maquillage. Est-ce qu'il y a un responsable du projet? C'est ça la couche en plus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... En général, quand il y a un projet, il y a quelqu'un qui est responsable de tout, qui coordonne... Ça dépend comment on définit la responsabilité. Qui envoie les invitations, qui gère, qui manage. Non. Non. Il n'y a pas un directeur du stade. C'est la ville de Bruxelles qui est opérateur, mais... Avec la région. Mais on n'arrive à rien sans... Marcel Sel. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nicolas. C'est déjà une grosse erreur. Je sais que c'est une erreur, mais j'aime connaître des erreurs. En fait, c'est vrai qu'on a donné quelque part à la NVA le champ libre. Mais en même temps, ce qu'on a fait, et c'est ça le grave problème, institutionnellement, c'est que Bruxelles, la région bruxelloise, a décidé d'installer son stade, parce qu'on dit national, mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette exception, en territoire flamand. Et a en gros dit, oui, la mobilité, il n'y aura pas de problème, l'environnement, il n'y aura pas de problème, sans faire d'études, ce qui fait que, quelle qu'eût été les décisions au niveau flamand, elles auraient été présentées comme une attaque communautaire. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est la première chose, c'est que finalement, on a nié l'existence de la région flamande et ses prérogatives. Je trouve très grave, après, de dire c'est un problème communautaire, comme beaucoup de politiciens l'ont fait. Et d'autre part, je remarque que tous les partis qui étaient partie prenante à l'époque sont en train de dire on aurait dû faire autre chose. Mais ils ne disent jamais nous aurions dû décider autre chose. Pierre Chaudoir. Le stade national a été déplacé parce qu'il y a le projet Néo qu'il fallait installer. C'est ça le premier problème. Et le projet Néo, c'est 350 millions. Et à partir du moment où Gelamco veut construire avec des deniers privés, pas publics, qu'on installe Anderlecht a eu les clés, les a perdus aussi, on se retrouve dans un contexte où c'est un peu compliqué. Et maintenant, on ne peut plus construire des beaux jardins, de beaux appartements avec des gens qui vont venir hurler que des vuvuzelas tous les 15 jours dans le stade. Donc c'est un peu fichu. Eh bien, on va voir si nos invités politiques trouvent que c'est fichu. Je les appelle à la table. Alors donc, on accueille une libérale néerlandophone et un démocrate humaniste, Benoît Sorex, député bruxellois et bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, CDH, et Els Ampe, députée bruxelloise et échevine à la ville de Bruxelles, VLD. Alors je vais tout de suite vous poser la question à tous les deux, peut-être d'abord à Els Ampe, puisqu'elle est de la ville de Bruxelles. Quelle est votre réaction par rapport à cet échec? On parle de fiasco. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est un fiasco et un gâchis? C'est surtout triste qu'on n'est plus capable ici en Belgique de réaliser un grand projet. Stade national, c'est pas le seul grand projet qui n'est pas réalisé, mais c'est quand même triste parce que tout le monde aime le foot quand les Diables Rouges jouent, mais personne veut apparemment un stade national. Mais pour vous, c'est la faute à qui? C'est la faute au patron du Football Club de Bruges? Ou c'est la faute à ceux qui ont mal torché comme des amateurs le projet, comme a dit Charles Michel? Nous avons toujours tendance dans ce pays de faire le procès de ceux qui ont bossé et jamais de ceux qui ont bloqué. Malheureusement, c'est du belge. Je suis assez d'accord qu'il y a plusieurs personnes qui avaient des clés en main. Et certaines personnes n'ont pas fait beaucoup avec. Il y en a qui ont lancé le projet, il y en a qui devaient donner des permis, il y en a qui pouvaient soutenir le projet. Par exemple, la réflexion de M. De Decker, je pense que ça résume le fait qu'il y a beaucoup de responsabilités, mais à un certain moment, en 2015, le permis est introduit. Alors, il y a encore des gens qui ont dit on ne veut peut-être plus ce stade. Enfin, c'était Anderlecht à un certain moment. Et puis après, c'était la fédération. C'est pas un vrai soutien. Et après, il y a encore le ministre en charge des permis de bâtir qui pouvait donner plus vite le permis de bâtir. Jamais de nom, et à chaque fois un nom, bien sûr, il y a des responsables, mais dire voilà, ça c'est le responsable, ça c'est un peu trop facile. Donc il y a un ensemble de responsables. En fait, on ne peut que constater que dans d'autres pays,
on se met autour d'une table, on a plusieurs responsables et on est fiers d'avoir un stade national. Mais combien de fois on s'est mis à la même table? C'est ça notre Combien de problème. fois la ville s'est mise à la même table de la région, du fédéral et de la région flamande? Tout le temps. Mais c'était avant le projet, est-ce que avant de lancer le projet, est-ce qu'il y a eu des réunions avec la région flamande? Vous vous souvenez, mais bien sûr, mais vous vous souvenez de la situation du piétonnier. C'était la même chose. Pendant un an, ils se sont réunis, mais toutes les semaines, même le gouvernement régional avait pris une décision pour le piétonnier. Et après, quand il y a un problème, oh tiens, il y avait un piétonnier, bah tiens, je n'étais pas au courant. C'est toujours la même chose. Et maintenant pour le stade, pour moi, c'est de nouveau du belge. Ceux qui ont dit ah oui, mais moi j'ai fait des remarques, hein. Vous étiez au courant que c'était en Flandre? Ben oui, c'est en Flandre, et alors c'est un stade national. Benoît Sorex. Moi, je trouve qu'on est complètement ridicule dans ce dossier. Quand on voit qu'on est la capitale de l'Europe et qu'on est dans l'incapacité d'organiser un match du championnat d'Europe alors que ça va se dérouler dans toutes les villes européennes, on est tombé bien bas. Mais à qui la faute alors? Moi, j'ai toujours dit, et vous avez eu la gentillesse de rappeler ce que je disais déjà à l'époque, moi, c'est la chronique d'un échec annoncé. À partir du moment où votre parti est oui, mais bien impliqué. entendu, mais moi, ma position a position a toujours été très claire dans ce dossier. À partir du moment où la décision était prise d'installer un stade en région flamande, on savait qu'on allait devoir passer sous les fourches codines de la région flamande. C'est toujours comme ça dans ce pays. Et croyez bien que quand vous leur demandez des choses, ils vous le font payer 2 ou 3 fois. Et donc, le résultat, c'est le résultat évidemment qui était attendu. On savait qu'on aurait des problèmes pour les autorisations. Et attendez, c'est pas fini. Si un jour ce stade se faisait, on aura des problèmes en termes d'exploitation. Quid pour la gestion de la sécurité, quid pour l'emploi des langues dans le stade. Enfin, c'est l'histoire de notre pays. Alors, malheureusement, en effet, ça a été mal emmanché depuis le départ. Moi, j'ai toujours dit que j'étais d'accord à la construction de ce stade sur le parking C, à condition que la Flandre nous cède ce tout petit bout de territoire. Et elle peut encore le faire. Alors, le problème était réglé. Quand j'ai fait ça, j'ai eu droit à une motion du conseil communal de Grimbergen qui s'est moqué de moi, mais je dois bien constater qu'aujourd'hui, on en arrive à ces problèmes. Et donc, moi, je plaide pour qu'on arrête les frais, pour qu'on mette les choses à plat et qu'on construise un stade à l'intérieur des frontières de la région bruxelloise, qu'on soit entre Bruxellois pour le stade national en région bilingue. Est-ce qu'il y a une solution alternative? Est-ce que c'est vrai qu'on peut faire ça? Est-ce que vous pensez vraiment, si on a l'ambition de construire un stade national à l'intérieur de la région bruxelloise, qu'il n'y aurait personne qui va dire « Ah, mais ça sera l'échec annoncé, et je l'ai dit, et en fait... » Mais c'est notre culture. Il y a toujours quelqu'un qui critique à l'avance et qui dit « Ah oui, mais ça c'est trop difficile parce que c'est pas possible, les permis ne sont pas respectés. » Est-ce que vous, en tant que bruxelloise néerlandophone, est-ce que vous vous sentez pas un peu trahi par la région flamande dans ce dossier-là, qu'elle n'ait pas suivi? Non, je pense que, allez, à chacun et chacune son avis. Si les ministres qui est en charge des permis n'aiment pas un stade, c'est son droit. Mais alors qu'il le dit. Le problème en politique, c'est que les gens ne disent jamais ce qu'ils pensent dans certains... Oui, parce que si la personne voulait bien un stade, il suffirait de juste donner le permis. Mais on peut être contre, Il y a des graves problèmes de mobilité. Attendez, si on installe le stade, 180 jours par an, l'accès à Néo à partir de l'autoroute sera fermé pour l'occupation du stade. Qui dit ça? C'est Bruce qui a révélé l'information. En fait, il y a des études d'impact qui ont été réalisées à la demande de la Flandre parce qu'il y a une législation qui dit qu'il faut des études d'impact. Moi, j'ai pas vu d'études d'impact qui disent qu'il y a un problème de mobilité qui est plus grave que ça existe, ce qui existe aujourd'hui. Non, c'est Gelamco qui a donné l'information qui fermerait 180 jours par an l'accès à Néo. Donc de toute façon, ici, on est un peu dans de la science-fiction, là, pour l'instant. Parce que là, il n'y a pas de permis. On est dans le rubrique maintenant. Benoît Sorex. Non, mais quand vous vous lancez dans pareil projet, qui était un risque énorme à partir du moment où c'était en dehors de la région bruxelloise, vous mettez au moins tout le monde autour de la table. Et ça n'a pas été fait. Il y a eu évidemment des contacts entre la ville de Bruxelles et la région bruxelloise, mais pas avec le fédéral.
pas avec la région flamande, pas avec les communautés qui sont compétentes en matière de sport. Parce que vous disiez le contraire. Mais c'est clair. Apparemment, est-ce que ces réunions ont eu lieu ou pas eu lieu? Parce que mais non. D'un côté, on dit qu'il y en a eu, et de l'autre côté, on dit qu'il n'y en a pas eu. Mais il y a eu des jetons. Prenez toutes les réactions au moment où la décision a été prise, notamment de la communauté française et de la communauté flamande, qui n'ont même pas été sollicités pour ce projet. Quand on voit la façon dont ce dossier a été géré avec le Sporting d'Anderlecht également, hein, on avait un accord, puis on n'avait plus d'accord, on n'avait plus de club. Donc même le montage financier de l'opération n'était plus assuré. Donc vous avouerez que ça faisait quand même pas mal de carences. Bon, en fait, ça fait 2 ans que le projet était sur table de la Flandre. Si le ministre avait un problème avec la mobilité, avec l'implantation, avec autre chose, la personne pouvait dire, oui, écoute, moi je veux des changements, là et là et là, et puis après on trouve une solution. Mais il y a eu un dialogue, mais peut-être qu'il n'y avait pas de volonté. Mais c'est un droit fondamental d'être contre. Un politique peut être contre quelque chose, mais ici, on est dans un pays où les gens ne s'expriment pas. Et alors, ils bloquent sans dire oui, sans dire non, et puis on jette un peu la pierre à tout le monde. Il y en a qui préfèrent ne pas parler. La mauvaise foi est une pratique et un don qui est extrêmement répandu et qui va au-delà des frontières de la Belgique. Et pour rester là-dessus, d'ailleurs, pour un peu consoler les esprits bruxellois, construire un stade, c'est difficile, compliqué partout en Belgique. Donc c'est pas un problème typiquement bruxellois. Bruges, j'en ai parlé, ils sont dans les difficultés depuis des années et il n'y a toujours pas la moindre brique qui a été posée. Anvers, nous, à Bruxelles, on parle de l'Eurostadium 2020. Anvers, ils devaient avoir l'Eurostadium 2000. Ils l'ont toujours pas. Hein. Ça fait 25 ans qu'on en parle, ils sont incapables de le faire. Et le bouclage de ring d'Anvers, c'est aussi catastrophique. Au-delà de la Belgique, si on va jusqu'à Lille, où on a disputé la finale de la Coupe Davis, ça a pris 12 ans, je pense, de construire ce stade. Hein. Les retards ont été gigantesques et les surcoûts aussi. Donc, voilà, consolons-nous, on n'est pas les seuls à être nuls. Oui, la seule chose, c'est qu'en l'espèce, on nous a raconté qu'il fallait faire le choix du parking C parce que ça allait être rapide pour répondre aux impératifs de l'Euro 2020. Qu'il y avait d'autres alternatives. Moi, je me souviens, au moment où j'étais autour de la table du gouvernement, il y a eu des études qui ont été commanditées sur Scarbeck Formation, par exemple. Et là, on nous a dit, oulala, non, ça va prendre trop de temps. Il y a un morcellement de la propriété et il y a des problèmes de dépollution. Mais trop de temps, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a perdu beaucoup de temps. Je laisse le mot de la fin là-dessus à Elsa. Ça montre bien qu'il n'y a pas de solution facile. Parce que maintenant, on dit qu'il faut une solution facile, mais ça n'existe pas. Toujours, il y a quelque chose. Il y aura toujours une difficulté. Et en fait, l'art, c'est de voir les opportunités dans les difficultés et pas les difficultés dans les opportunités. La seule chose qu'on peut reprocher à M. Van Engel et M. Courtois, c'est d'avoir eu de l'ambition dans un pays où... Sorry, mais la jalousie prône toujours sur l'ambition. Merci, on va passer à un autre grand projet. Celui-là est devenu réalité ce week-end. La disparition des hôpitaux Parc Léopold et Edith Cavell au profit d'un nouveau méga-giga hôpital, le Delta. Un déménagement très bien préparé. Reportage d'Alexis Gonzalez et Yannick Van Gansbeek. Dernière vérification pour Liliane. D'ici samedi, tout le matériel de son service de dialyse doit être classé pour être déménagé. Et donc nous avons des étiquettes vertes où il y a le nom du service et le niveau où se trouve le service. Donc chez nous, rez-de-chaussée. Nous avons des étiquettes vertes et bleues. Donc c'est le matériel qui part après le déménagement, en tout cas en dialyse. Et puis nous avons des étiquetés orange, comme ici, qui partent avant le grand jour du déménagement. Depuis 1 an et demi, on se prépare au grand déménagement vers Delta. Lits, chaises roulantes, robots ou encore couveuses, environ 5000 objets, 2000 mètres cubes de matériel médical de la clinique doivent être déplacés. Contrainte, malgré le déménagement, il faut assurer la continuité du service, comme ici, en néonatologie, où il a fallu emprunter du matériel. Les firmes nous ont prêté du matériel, que ce matériel... Ce qui nous a permis d'utiliser le matériel ici et de déjà faire partir la plupart du matériel comme des couveuses ou des ventilateurs par exemple, ce qui nous permet donc sur place à Delta déjà de tout organiser. Dans un déménagement d'un hôpital, le problème c'est qu'il continue à fonctionner et donc il y a des patients qui ont besoin de matériel et ce matériel ne va déménager que le jour J. C'est arrangé pour que le jour J, les patients se trouvent dans des lits qui ne déménageront pas et qu'on mette quelque part d'autre dans l'hôpital tous les lits qui vont déménager, de manière à pouvoir les envoyer un petit peu à l'avance. Parmi les autres difficultés rencontrées, il y a les ascenseurs vétustes. Des mécaniciens et des techniciens assureront leur fonctionnalité jusqu'à la fin du déménagement.
Une société externe s'occupe du transfert et de la stérilisation du matériel. Pour le reste, 500 personnes, membres de la clinique, se sont portées volontaires. Je suis plus de 30 ans dans la maison et que je ne vais pas fermer la porte. Je ne ferai pas fermer la porte par quelqu'un d'autre, je fermerai la porte et ça me tient vraiment très fort à cœur. La fin du déménagement est prévue le 18 décembre prochain. Coût total, 1 million d'euros. Pierre Chaudoir. On dit souvent que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Hein. Donc effectivement, tout ce déménagement, toute cette installation du Chirec s'est passé sans qu'on en entende parler. C'est déjà une bonne nouvelle. Et on se dit que, waouh, il y a quelque chose qui marche en Belgique. Je suis un peu inquiet dans votre reportage. On parle beaucoup de matériel, mais on ne parle pas des patients. Et le seul c'est ce week-end, hein, le seul trémolo, c'est déménager un samedi et un dimanche où il peut neiger. En hiver, c'est un peu curieux. Quand on voit la mobilité à Bruxelles, le transfert risque d'être long. Et c'est la seule chose qu'on puisse dire. Et puis, on peut s'inquiéter aussi de la transformation du parc Léopold pour le reste de Cavel. C'est très bien et on peut se réjouir, franchement. Et je félicite les politiques, je félicite tout le monde. Bravo, on peut réussir les choses à Bruxelles. Oui, on n'a pas parlé des casernes aussi, qui seront peut-être un succès. Juste une petite remarque, c'est que l'évolution, c'est quand même du groupage, je vais dire, d'hôpitaux et de cliniques, ce qui fait que la clinique locale, où on a accès rapidement, facilement, est en train de s'éloigner de plus en plus. Voilà. Et ça peut aussi avoir un aspect inquiétant. Justement, Elsamp, à la ville de Bruxelles, il y a des grands hôpitaux et on voit dans la région bruxelloise, il y a de plus en plus de grands ensembles d'hôpitaux et peut-être un peu moins, effectivement, d'hôpitaux de proximité, comme on les appelle. Comment ça va évoluer d'après vous ? Le plus important, c'est le confort en tant que patient et aussi les services donnés. Si c'est grand ou petit, pour moi, ça m'est égal. En cas d'urgence, la distance est plus grande. Oui, bon, mais... Il y a du privé. On est à Bruxelles, hein, les distances sont quand même assez courtes. Oui, je pense que si on le compare avec d'autres communes, on est bien servi en tant que Bruxellois. À Bruxelles, oui, mais ce n'est pas le cas dans toutes les communes, peut-être, Benoît Serex. Non, mais enfin, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle parce que la clinique Edith Cavell était un peu vieillotte, elle commençait à être à l'étroit dans un milieu urbanisé, et donc on crée là un superbe hôpital, 500 lits, aux portes de Bruxelles, et quand on parlait des collaborations avec d'autres régions, il faut savoir que les hôpitaux bruxellois, ils accueillent de la patientèle qui vient de tout le pays, plus de 30% des patients qui fréquentent nos hôpitaux viennent de Flandre ou de Wallonie. Et je ne suis pas d'accord avec vous sur l'offre de proximité parce que à Uccle, vous avez les cliniques de l'Europe à Avenue de Frey qui couvrent quand même cette notion de proximité. Je ne pense pas que le patient... Mais je pensais à Ixelles, moi. Mais il y a l'hôpital d'Ixelles aussi. Il y a l'hôpital d'Ixelles. Donc je pense qu'on a un bon maillage. Je pense qu'on a un bon maillage hospitalier, en ce compris universitaire. On est quand même très gâtés à Bruxelles avec aussi 3 hôpitaux universitaires. Et alors tous ces grands hôpitaux, sont un peu presque à l'extérieur de Bruxelles, peut-être pour attirer des clients qui viennent en dehors de Bruxelles. Que ce soit l'UZ Bruxelles ou que ce soit l'Erasme ou que ce soit Delta, c'est quand même aussi axé vers l'extérieur de Bruxelles. On a trouvé des terrains qui sont assez grands pour accueillir autant de lits. C'est pas une question de concurrence. Vous n'avez pas l'impression que c'est aussi quand même un domaine où on pense aussi beaucoup concurrence et peut-être moins santé publique au niveau général? Nicolas de Decker. Je pense qu'il y a aussi une dimension un peu tristoune à cette histoire, au-delà de la poésie et des inquiétudes légitimes pour les patients, c'est la dimension spéculative de toutes ces opérations. Je pense que on a pu voir sur BX1 de formidables reportages relatifs aux opérations de promotion immobilière qui se font sur ces anciens sites. Et donc, ça devient aussi, une partie en tout cas du secteur de la santé, devient, comment on peut dire, la cible d'intérêts stratégiques d'ordre purement financier, immobilier, voire spéculatif, et c'est très dangereux. Alors à côté de ça, je pense que, et c'est lié aussi au terrain, on en a parlé, ce sont des terrains qui sont en ville et qu'on peut faire valoir. Et donc les directions d'hôpital, ce que je peux comprendre, se disent, voilà, ça peut être aussi intéressant financièrement de partir et de s'installer ailleurs, c'est moins cher, plus accessible, plus grand, les économies d'échelle, etc. Et je pense que c'est toujours un mauvais raisonnement en matière de santé de réfléchir en termes financiers plutôt qu'en termes de services. Alors je ne dis pas qu'ils l'ont fait exclusivement, mais c'est une dimension qu'il faut souligner et dont il faut se méfier. B.R. Coligny. Puisqu'on parle d'hôpitaux, d'hospitalisation, moi j'avais envie de parler un tout petit peu des soins hospitaliers à domicile.
qui coûtent moins cher d'ailleurs que les soins en général à l'hôpital et qui correspondent aussi à une demande de pas mal de patients. Je pense aux patients qui ont des maladies chroniques, je pense aux patients en fin de vie. Il y a 2 ou 3 ans, Madame de Bloch avait dit qu'elle allait regarder ce qui se faisait dans ce domaine-là à l'étranger. Et je profite que je suis là pour dire qu'à Bruxelles, il y a des associations. Il y en a une qui s'appelle Arémis, par exemple, que je connais très bien, qui depuis pratiquement 30 ans font du soin hospitalier à domicile. Ils ont commencé avec le sida, avec les gens qui avaient le sida, puis quand le sida est devenu maladie chronique, etc. Voilà. Parce que vous ne trouvez pas qu'on devrait plutôt regarder ce qui se passe chez nous avant d'aller voir ce qui se passe à l'étranger? Il y a beaucoup d'organisations qui font ça, qui font des soins à domicile, et c'est une bonne chose. J'ai entendu dire, Madame de Bloch a dit qu'elle veut investir là-dedans, et les budgets, quand on regarde les budgets dans les précédentes années, ils ont augmenté dans les soins à domicile, alors c'est une bonne chose. Je pense que les gens le demandent aussi de rester à la maison. Parfois, ils se sentent mieux à la maison, alors pourquoi rester à l'hôpital? Je pense que c'est une bonne chose, il faut garder. Oui, moi je voudrais répondre à M. De Decker. Alors, je veux dire, aujourd'hui, construire un hôpital, ça coûte très cher. Les pouvoirs publics ne savent pas tout financer eux-mêmes, donc moi ça ne me gêne pas que lorsqu'ils sont propriétaires, les hôpitaux sont propriétaires d'immeubles, ils les réalisent pour monter un nouveau projet qui est un projet organisé vers le top de la santé aujourd'hui, parce que c'est ça que vous allez avoir. Les projets privés, il y en a pas mal et qui marchent pas mal. Mais voilà, donc il y a de la place pour le privé. Exactement. Vous savez, les cliniques universitaires Saint-Luc, elles ont aussi maintenant un projet de reconstruction des hôpitaux, puisque c'est de leur hôpital qui date d'il y a plus de 40 ans, mais on cherche les moyens pour pouvoir financer ça. Donc c'est pas si simple, et on ne doit pas toujours compter uniquement sur l'argent public. Il faut aussi qu'on puisse trouver des moyens privés pour financer ces opérations. Mais je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas de moyens. Je le déplore. Il faut aller les chercher, monsieur le Très bien, ben voilà, c'était dit, voilà. Mais maintenant, on va parler d'un autre secteur public, lui aussi, c'est les pompiers qui, on s'est rendu compte, ne respectent pas toujours les marchés publics. C'est ce qu'a révélé un rapport de la Cour des comptes. Le secteur doit être mis en ordre, il commence d'ailleurs à l'être. On a cru, certains ont cru qu'on avait affaire à un nouveau scandale SAMU social. On parlait déjà de commission spéciale pour examiner les comptes du SIAMU. Et puis finalement, ça a fait un peu pchit tout cela. Benoît Serex, est-ce que on suit d'assez près les comptes du SIAMU? En tout cas, ce qui est mis en avant par la Cour des comptes est assez interpellant. Non-respect des marchés publics, pas de motivation, pas de mise en concurrence. Moi je vais profiter du week-end pour lire le rapport qu'on vient de recevoir. On a alors une commission parlementaire mardi pour pouvoir poser toutes nos questions à la secrétaire d'État. Et en fonction de l'ampleur du phénomène, on décidera si oui ou non il faut aller vers une commission spéciale. Mais on ne peut pas laisser les choses en l'état quand on voit ce qui est mis en avant aujourd'hui sur les pratiques au sein du corps des pompiers, qui n'a jamais été un corps facile à gérer ici à Bruxelles. Depuis l'existence de la région bruxelloise, depuis 1989, ça a toujours été un département extrêmement... Vous en êtes occupé, vous, d'ailleurs. Je m'en suis occupé, donc je sais de quoi je parle. Et je sais qu'à la fin de votre période, vous étiez plutôt un peu dépité de n'avoir rien pu changer. Ça c'est pas exact. Je pense qu'on a fait évoluer les choses. On avait justement à ce moment-là instauré 2 directions fortes, une direction administrative et une direction opérationnelle. J'ai vu qu'on avait supprimé ce binôme par la suite, et ce sont des questions que je vais poser. Et vous, Elsa, comment vous voyez ça? Apparemment, j'ai déjà lu un petit peu dans le rapport, pas encore tout, mais bon, il y a 2 problèmes. Apparemment, il y a le problème de marché public, et puis il y a un dysfonctionnement dans l'administration au niveau du fait qu'il y a des opérationnels, des pompiers qui doivent gérer des marchés publics. C'est un peu bizarre, ça. C'est un conflit d'intérêt, vous pensez? Non, c'est pas un conflit d'intérêt, mais c'est juste la gestion qui est mal faite, c'est mal géré. Ce ne sont pas les bonnes personnes. Oui, c'est ça. Le constat qu'on peut faire quand on lit le rapport, que c'est mal géré. Voilà, il faut une solution, il faut que le secrétaire d'État en charge regarde la structure, l'organigramme, et que la bonne personne doit exécuter ce qu'il faut, et pas un pompier ne doit pas gérer les marchés publics. C'est un peu bizarre, ça. Oui, on est dans des services... c'est d'ailleurs pour ça que le journal qui a révélé l'information a parlé d'un nouveau... La Libre, donc, a
parler d'un nouveau SAMU social parce qu'on est effectivement dans des services de sécurité et de santé. Le scandale est réel, il est énorme puisqu'on a 50 marchés publics sur 138 qui étaient attribués de façon illégale. C'est ce que dit le rapport. Donc c'est un vrai gros scandale. Maintenant, la chose à faire, c'est de regarder comment c'est arrivé, évidemment, comment on peut changer, mais de quand même d'abord regarder où sont les responsabilités de cette situation, quoi. Pierre Chaudoir. Et puis quand on entend les pompiers, ils sont sous-équipés, donc ils se plaignent régulièrement. Donc c'est d'autant plus criant de vérité de dire qu'à un moment, il n'y a peut-être plus le temps de procéder à tant d'échanges et de compétitions et qu'il faut équiper ces gens qui s'occupent de notre sécurité. Ça me paraît primordial. Je voudrais quand même demander à Benoît Serex, puisque lui s'est occupé de ce dossier-là, et quand on parle des taximens aussi, on dit que c'est difficile. Il y a des gens difficiles à Bruxelles. Qu'est-ce qu'ils ont de difficile, les pompiers? Qu'est-ce que les pompiers? Oui, les journalistes sont cool. Alors, qu'est-ce qui est difficile à discuter avec les pompiers? En quoi c'est difficile? Ils ont des grandes lances quand même. Hein. Ils sont pas contents, ils mettent de la mousse dedans. Il n'y a pas cet esprit gendarme encore dans l'esprit de caserne. L'esprit de corps. Non, mais je pense qu'il y a un mode d'organisation au sein de la maison qui fait en sorte que ça a toujours été très compliqué depuis le début et que ce sont des gens évidemment qui exercent un métier qui est un métier exemplaire. Parce que, bon, ils prennent des risques, hein, à un moment donné. Moi j'ai vécu ça. Oui. Ces gens sortent, ils vont au feu, et sous mes 5 ans, il y en a après qui ne sont plus revenus le soir chez eux. Hein, donc, vous imaginez ce type d'engagement. Mais en termes de structuration et d'organisation, par rapport à d'autres corps de pompiers en Belgique, je pense que il y a eu une erreur initiale qui nous provient de l'agglomération à l'époque et qu'on n'est pas parvenu tous à rectifier depuis 1989. Donc c'est historique, on ne les a pas bien encadrés. Voilà. C'est le calendrier qui pose problème. On va passer à notre rubrique tête d'affiche. Alors donc je vais vous proposer à tous les deux 4 visages de personnalités qui ont marqué l'actualité. À vous de choisir un des 4 visages qui vous plaît, qui vous inspire en bien ou en mal. Et on va commencer par Benoît Serex. Je vous présente d'abord Jean d'Ormesson, l'écrivain académicien L'élégance à droite, décédé cette semaine. Nawel Madani, l'humoriste bruxellois qui vient de sortir son premier film Tout pour moi, François Troukens, le braqueur devenu réalisateur, auteur de polar de BD, et Philippe Mestat, le ministre d'État qui fit les belles heures du PSC. Alors, D'Ormesson, Madani, Troukens ou Mestat? Je ne vais pas vous étonner. Vous choisissez Nawel Madani, voilà. Non. Mais quelle bonne idée. Je vais prendre Philippe Mestat parce que, vous savez, ça fait déjà pas mal d'années que j'ai un engagement politique. J'ai rarement rencontré des gens d'une aussi grande qualité que Philippe Mestat et avec ce sens de l'intérêt public et de l'intérêt général que peu d'hommes politiques ont de manière aussi importante que lui. Et d'autre part, d'un point de vue plus personnel, moi j'ai beaucoup d'amitié pour Philippe Mestat qui a toujours été présent dans ma famille lorsqu'il y avait des moments heureux comme des moments malheureux et donc je lui voue une amitié indéfectible. Et alors pour vous, Elsham, je vous propose 4 autres visages. D'abord Johnny Hallyday, l'icône qui retient la nuit mais pas la vie. David Strasberg, le directeur remercié et harcelant des tanneurs. Catherine Deboll, la chef de la police qui devient la bosse d'Europol. Et Abdelkader Akou, ce prof marocain invité par l'ULB mais qui a fait antichambre 36 heures à l'aéroport de Charleroi le week-end dernier. Alors qui choisissez-vous? Johnny, Strasberg, Deboll ou Akou? Je ne vais pas vous surprendre non plus. Et Johnny Hallyday, bien sûr. Oui. Parce que... moi, je pensais que vous alliez prendre la policière. Parce que Johnny. On a tous un peu de Tennessee. Hein, voilà, c'est très bien. Même chez les néerlandophones, Johnny, c'est quelque chose? Oui, en fait, j'ai beaucoup de souvenirs de lui quand on prenait la route du soleil. Parce que c'est vrai que les chaînes néerlandophones ne jouent pas autant Johnny que les chaînes francophones. Vous avez de la chance. À la radio française, il y avait beaucoup de Johnny, alors c'était très chouette pendant mon enfance. Alors, après ce moment
pause visuelle, je vais vous proposer une nouvelle petite rubrique. Je demanderai chaque fois à mes invités qui ont des responsabilités communales de répondre un peu sur la transparence et la bonne gouvernance dans les communes. C'est en collaboration avec transparentia.be. Alors, je vais vous demander d'abord à vous, Benoît Serex, à Woluwe-Saint-Pierre, la liste des mandats dérivés désignés par la commune n'est pas accessible au public. Elle est accessible quand on la demande, notamment quand les journalistes la demandent, mais c'est pourtant prévu depuis une ordonnance de 2006. Alors c'est pour quand? Quand allez-vous la rendre publique? Eh bien, pour la semaine prochaine, puisque... C'est un scoop, ça. Puisque dans le cadre, on vote le budget de la commune la semaine prochaine, et à ce budget est joint un rapport annuel, et dans le rapport annuel, on aura l'ensemble des mandats de tous les mandataires communaux, que ce soit au conseil communal, que ce soit dans les ASBL, tous les mandats dérivés, dans les intercommunales, leur rémunération et leur présence effective ou non à ces différentes réunions. Et ça, c'est pour l'année 2017? Ça, c'est pour l'année 2016. Ah, 2016. Oui, ça, c'est pour l'année 2016. Et vous le ferez chaque année? Et on le fera chaque année. C'est la résolution que nous avons prise. Alors, à Bruxelles, le cadastre 2017 est déjà en ligne, mais pas celui des années précédentes, c'est pourtant prévu aussi par l'ordonnance de 2006. Alors, c'est pour quand, Else Ampe? Mais nous sommes occupés maintenant avec la liste des mandats 2018 parce que nous avons annoncé de limiter les mandats, de les diminuer aussi. Le jeton de présence va être diminué. Alors on est vraiment occupé avec ça. Je pense que 2016, ça ne sera pas pour maintenant. Ça veut dire que ce sera jamais ou bien je ne sais pas. Mais est-ce qu'on pense plutôt à l'avenir ou Je pense qu'il faut plutôt regarder l'avenir que le passé. Si on est occupé à faire la liste des mandats de 2018, on perd un peu de temps si on s'occupe d'abord de 2016 et avant. D'abord la réforme et après le reste. Merci pour vos réponses. Alors, l'enseignement de la langue maternelle pose question. Chez les néerlandophones, on se demande s'il faut accepter de parler parfois d'autres langues que le néerlandais à l'école. Chez les francophones, on s'inquiète beaucoup de la lecture et notamment de la compréhension à la lecture. Dans l'émission M, un linguiste éminent l'expliquait. Il y a des techniques pour que les élèves s'attachent à comprendre un texte. Ne se contentent pas de le lire comme ça, parce qu'on peut très bien déchiffrer un texte sans rien comprendre. On peut très bien oraliser un texte parfaitement, bien sûr, mais sans comprendre. Imaginez, prenons un exemple, dans un texte, le type de texte qui est fréquemment donné à des élèves de 4e, de 5e ou de 6e année du primaire, c'est-à-dire une petite nouvelle, une petite histoire, la plupart du temps mettant en jeu des enfants de leur âge. Bon, eh bien, si vous demandez à un élève, le personnage principal, qu'est-ce qu'il fait à tel moment? La majorité des élèves vont répondre. Ça, c'est facile. Mais si on leur demande pourquoi tel personnage s'est conduit de telle manière, pourquoi, c'est-à-dire... C'est ça. Et c'est là où la difficulté quelles sont ses émotions, quels sont ses sentiments qui l'ont poussé à agir de telle manière à ce moment-là, ou quelles sont ses intentions. Alors là, il y a beaucoup moins d'élèves qui sont capables de répondre, comme le prouve cette enquête. Oui. Alors cette enquête est désastreuse pour les élèves francophones, mais aussi pour les néerlandophones. Enfin, Benoît Serex, c'est pas surprenant, ça fait déjà plusieurs années que c'est en baisse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est tout l'objectif du pacte d'excellence pour essayer de tirer nos jeunes vers le haut, avec une difficulté complémentaire à Bruxelles, notamment par rapport à la lecture, c'est qu'on a aussi toute une série de jeunes qui ne parlent ni le français ni le néerlandais à la maison et pour lesquels donc on doit encore faire des efforts complémentaires, c'est-à-dire travailler sur des textes plus longs pour les habituer à la lecture, travailler aussi plus rapidement sur la remédiation. Il y a toute une série de pistes qui se retrouveront dans le pacte d'excellence, mais ce sont des projets à moyen ou à long terme. J'ai vu que Singapour était numéro 1 dans le top au niveau de la lecture. C'est un des pays qui est dans le top. Eh bien, eux, ils avaient développé un projet il y a 20 ans et c'est aujourd'hui qu'ils en portent les fruits. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'on doit travailler et qu'on doit faire au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Else Ampe, côté néerlandophone, c'est le même constat? C'est le même constat, tout à fait. En fait, le but de l'enseignement, c'est de créer une élite, mais on n'ose plus le dire. Et j'ai l'impression que la notion de démocratisation de l'enseignement a été mal traduite et a été traduite par le nivellement vers le bas. Je pense qu'on a déjà vécu un enseignement où il y avait des enfants avec une langue qui était autre
que la langue enseignée, par exemple dans l'enseignement bruxellois. Dans le temps, il y avait beaucoup de néerlandophones dans l'enseignement francophone. Et les néerlandophones ont quand même réussi à faire des études à l'université. Pourquoi? Parce qu'avant, on essayait vraiment de tirer vers le haut et de dire, OK, n'importe tes origines, n'importe la langue que tu parles à la maison, ou si ta situation des parents est que tu as des parents riches ou pauvres, n'importe, on fait tout pour te tirer vers le haut. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on dit souvent que les élèves méritent les mêmes chances, mais on ne dit jamais que les élèves méritent les mêmes exigences. Et c'est très important, parce que si on n'est pas assez exigeant, après, ça devient difficile. À l'université, le travail, il faut être exigeant et on n'ose plus. Marcel Say? Oui, il y a deux choses. Il y a une chose, c'est que c'est la compréhension, c'est l'extraction de données d'un texte lu qui pose vraiment problème. Oui, c'est la compréhension. La chute, oui, mais je dis c'est la compréhension dans le sens, on reçoit un texte, on doit en tirer des éléments. Et donc là, la chute est vertigineuse, mais vraiment vertigineuse. Et autre chose, où je ne suis pas d'accord avec M. Serex, c'est que quand on regarde les élèves qui ont le plus, enfin, qui sont dans le plus haut niveau social, ils arrivent à peine à la moyenne européenne. À peine. Et après, quand vous me parlez du pacte d'excellence, je suis bien d'accord qu'il y a un travail considérable qui est en cours, mais si chaque fois qu'on souligne des catastrophes, parce que c'est une catastrophe, on est les derniers de l'OCDE dans les pays développés, c'est une catastrophe. Si chaque fois qu'on arrive avec une catastrophe, on répond pacte d'excellence, ça veut dire que les élèves qui sont aujourd'hui en 4e sont perdus. Et ça, je ne peux pas l'admettre. Je ne peux pas l'admettre qu'on réponde comme ça politiquement. Désolé. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi être un peu créatif? Parce que quand on... Je pense à Saskia Van Nuffelen, vous voyez qui c'est? C'est la CEO de Sony Ericsson, qui est aussi consultante en conversion digitale auprès de la Commission européenne et qui dit que quand elle envoie ses enfants à l'école, elle a le cœur qui serre parce qu'elle a l'impression qu'elle les renvoie vers le Moyen-Âge. Je ne suis pas sûre que ça soit encore très, très important de faire lire des textes longs. Je ne suis même pas sûre. Pourtant, les experts le disent. Les experts le disent. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais les experts le disent. Ok, je n'ai pas un discours politique, j'ai un discours d'expert aujourd'hui. Non. C'est les professeurs. Je n'arrête pas de voir les enfants lire sur des tablettes, sur des smartphones, sur des écrans. Est-ce qu'on ne peut pas inventer un module pour apprendre la lecture sur des écrans? Parce que là, ils passent un temps fou. Ils ne veulent pas passer du temps sur quelque chose qui est rétro, qui est pas rétro. J'ai appris qu'on apprenait mieux le néerlandais à Singapour, donc il faut envoyer tes enfants. Moi, je crois qu'il faut faire un stade national à Singapour. Alors, Benoît Serex, par rapport à la critique de Marcel Sell. Mais vous savez, ce dont notre enseignement a besoin, c'est de mesures structurelles et de fond. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quelle est la mesure quelle est la mesure que vous proposez pour que demain matin les choses s'améliorent? Vous savez, gérer, c'est pas si simple que ça. Enfin, et donc le pacte d'excellence, qui est un travail de fond, fait avec tous les acteurs de l'enseignement, parce que c'est ça. Il faut travailler avec ceux qui connaissent et qui essayent justement de faire monter le niveau d'exigence dont parlait ma collègue et de tirer tout le monde vers le haut. Bien, c'est un processus. Mais qu'est-ce qui empêche la ministre d'imposer, par exemple, directement des lectures plus longues, puisque c'est ce que demandent les experts, notamment de sauf BR. Oui, voilà. Oui, mais enfin, à un moment donné, il faut essayer autre chose. Le latin. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Il faut tenter quelque chose d'autre, puisque ce qu'on a fait ne marche pas. On va laisser nos amis. Qui sont les Singapouriens? On sait? Parce qu'il faudrait faire comme eux. Alors, ils vivent quand même dans une dictature, il faudrait quand même le rappeler. Est-ce que ce n'est pas la communauté française? Certains le regrettent, mais la Finlande, mais ils lisent très bien. Ils lisent très bien. Bon, un peu peut-être pour conclure là-dessus, il y a aussi un débat qui existe en Flandre sur le fait de est-ce qu'on peut parler une autre langue que la langue maternelle dans les écoles? Et ça touche pas mal les écoliers francophones qui vont dans les écoles flamandes. Et là, il y avait un débat NVA contre les autres partis, où là, tout le monde n'était pas d'accord. Mais en fait, il y a quelques années, c'est Frank van den Broeke, qui est SPA, qui a interdit de parler une autre langue que le néerlandais à l'intérieur des écoles. Je suis complètement opposée. Premièrement, parce que ça n'a aucun sens. Si on parle avec son parent, il faut pouvoir parler sa propre langue, parce que c'est justement une erreur de demander à quelqu'un qui n'a pas la langue,
Enfin, si le parent parle mauvais le néerlandais, pourquoi parler le néerlandais avec le parent? Ça n'a aucun sens. Je pense qu'il faut parler le néerlandais avec le professeur ou le français dans une école francophone et dans une école mixte, les deux, pourquoi pas? Tous les experts disent qu'il faut à chaque fois parler la même langue avec la même personne. Mais pendant les minutes de pause ou les 15 minutes de pause, là, pourquoi pas parler une autre langue? Mais maintenant, tout le monde a l'air plutôt d'accord en disant il faut laisser tomber cette interdiction. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais non, parce que ici, j'ai pas l'impression que tout le monde est d'accord, justement. Et je trouve qu'à Bruxelles, il faudrait vraiment généraliser l'enseignement bilingue. Ou même trilingue, mais à tout le moins bilingue. Quand on voit aujourd'hui que la plupart de nos jeunes qui sortent de secondaire ne maîtrisent qu'une seule langue, alors qu'on est dans une capitale bilingue, dans une capitale internationale, où pour la plupart des jobs, il faut connaître 2 ou 3 langues. Ça, c'est par rapport à Bruxelles une énorme carence. Moi, mais ça fait 15 ou 20 ans que je dis ça, et malheureusement, je dois bien constater que ce bilinguisme généralisé ne progresse pas. Ça met énormément de temps, monsieur. C'est vrai, énormément de temps. Eh bien, on en profite pour saluer la maîtrise du français dont fait preuve aujourd'hui Else Amp. Alors, enfin, nos visiteurs de la semaine, c'était les Catalans. Plus de 45 000 qui ont débarqué dans le quartier européen. Ils adorent Bruxelles, surtout sous la pluie. Et il n'y a pas eu de débordement, cette fois-ci, avec cette manifestation. Reportage David Courrier et Marjorie Félinger. Il y a des personnes qui ont conduit toute la nuit pour être ici. Alors je pense que la force est là, la force est là. Et la force, par le nombre 45 000 Catalans, une véritable marée humaine autour du cinquantenaire qui n'avait plus vu ça depuis longtemps. Le 6 décembre en Espagne, c'est jour férié, c'est la fête de la Constitution, tout un symbole. Alors, les indépendantistes catalans de tout âge sont depuis hier à Bruxelles pour crier leur colère sur l'Espagne et sur l'Europe. Parce que l'Espagne, maintenant, n'est pas une démocratie normale. On est venu ici juste pour dire que nous sommes des gens utiles, des gens normaux et qu'on veut juste que l'Europe respecte les droits de l'homme. Dans notre pays, maintenant c'est presque possible. Pour amener les couleurs jaunes, c'est rien qu'en couleur, on a des problèmes avec ça. Vous croyez que ça c'est normal ? Des couleurs jaunes qui se retrouvent sur d'autres drapeaux, notamment celui des nationalistes flamands, venus soutenir les Catalans, mais pas seulement. Je suis solidaire des Catalans en tant que Flamands et il faut mettre un peu d'ordre en Belgique. Encore un peu de flamand par-ci par-là. Les soutiens sont nombreux, comme ces indépendantistes bretons ou même ces Bruxellois au balcon. Des personnalités politiques catalanes aussi étaient présentes, comme Marta Rovira, tête de liste de la gauche républicaine aux prochaines élections. Vers 13h30, la foule s'est dispersée. Il leur restait un dernier rendez-vous, non loin de là, avec Carles Puigdemont, leur président destitué, qu'ils avaient bien l'intention d'acclamer. Alors c'était semaine catalane, cette semaine, Marcel Sell. Mais donc dans le reportage, on voit que ça a été beaucoup dit et je trouve qu'il faut apporter une autre vision. On voit que l'Europe ne respecte pas les droits. Première grosse manipulation parce que l'Europe respecte les droits de ses membres, qui sont les États membres. C'est les traités européens. On ne peut pas faire autrement. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on parle de la démocratie. On parle de la démocratie espagnole qui n'existerait pas ou en réalité, ce qui s'est passé, c'est que Puigdemont est un homme qui a utilisé toute une série de méthodes totalement antidémocratiques, comme le fait d'organiser sciemment un référendum, dont, en instrumentalisant les oppositions et les violences possibles de l'Espagne pour se victimiser, et ensuite en prétendant qu'il y avait 87% des Catalans qui étaient pour l'indépendance. Et donc tout ce cheminement qui a coûté beaucoup d'argent pour faire croire que l'indépendance était légitime,
Ça, il n'y a rien de plus antidémocratique que ça. Un véritable Machiavel catalan. Alors, Elsa Hampe, est-ce que vous êtes, vous, touché par ces demandes catalanes? Non. Pas tellement. Non, pas du tout, en fait. D'un autre côté, je suis d'accord avec ce que M. Sell a dit, mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas organiser un référendum. Ça, c'est un problème aussi. Oui. Ils dépendent de tout l'Espagne pour pouvoir faire un référendum. Alors bon, ça c'est un peu... Je sais, mais je ne suis pas touchée du tout parce que je considère que, en fait, de plus en plus, le monde devient très petit et les frontières deviennent inutiles. Enfin, je trouve. Et à ce moment-ci, il y a de plus en plus de... Mais non, mais il y a de plus en plus de gens ou certains gens qui s'accrochent aux frontières justement parce qu'ils deviennent inutiles. Il y a Trump avec ses murs, il y a les Catalans, la NVA, il y en a encore. Je pense que c'est une réflexion assez humaine, mais... pour moi, c'est plutôt... Enfin, je n'aime pas trop m'accrocher aux frontières du passé. J'aime plus m'accrocher aux projets futurs communs. Benoît Sorex ? Moi, je ne suis pas favorable à l'indépendance de la Catalogne et ça ne fait pas partie de la vision de l'Europe que j'ai, qui est une Europe beaucoup plus intégrée. Parce que si on commence comme ça, on va avoir demain, en effet, la Lombardie, on va avoir l'Écosse, on va avoir la région flamande. Oui, mais avec une majorité, s'ils peuvent se réintégrer dans l'Europe, par exemple. Mais vous savez que l'Europe est déjà extrêmement difficile à gérer à 27. Si vous voulez qu'elle soit gérée à 40 demain, je ne sais pas comment elle fait. Vous savez, moi j'ai une image de l'Europe et une conception de l'Europe qui est une Europe de la solidarité, où il y a des transferts entre ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres. Ce que j'ai entendu hier parfois dans la bouche de certains manifestants, c'est un peu aussi parfois ce que j'entends du côté de certains nationalistes en Flandre, et ça ne correspond vraiment pas à ma conception de la société. Nicolas Dedecker. Je trouve que on pose le débat d'une manière qui est un peu biaisée en réfléchissant sur le fond. On est en train de dire ils ont tort d'être indépendantistes. Non. Mais c'est pas vrai, c'est ridicule. Oui, bien sûr, c'est ça, mais je veux dire, c'est un avis tout à fait légitime. Mais à côté de ça, il y a aussi, ça me fait penser, vous savez, Marx qui critique les idéalistes hegeliens en disant, mais oui, s'ils voient un type qui coule, ils doivent leur dire comme conseil non pas le sauver, mais arrête de croire que tu vas couler, tu vas voir, tu vas flotter. C'est-à-dire, on leur dit, ben non, enfin c'est bête, les frontières, c'est bête, c'est pas constitutionnel, tu n'as pas le droit, etc. Mais en attendant, ils le veulent. Non. Que fait-on? Non, la majorité ne le veut pas. Ceux-là le veulent. Il y en a beaucoup. Les résultats des élections du 21 décembre. Voilà. Attendez les résultats des élections. Terminez, Nicolas. Il y en a beaucoup qui le veulent. Ils le veulent. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on essaye de les convaincre? Certes, moi je veux bien le faire aussi, on peut le faire. Est-ce qu'on dit vous avez tort, vous n'avez pas le droit de vous exprimer? Ou est-ce qu'on dit, ben, vous êtes nombreux, on va essayer de vous donner quelque chose? Il faut gérer. Vous savez, Nicolas, il faut faire comme avec certains flamands, il faut faire 6 réformes de l'État. Oui, mais peut-être comme ça, alors ça a déjà été fait. Jean-Jacques, ça a été fait, ça en Espagne, excusez-moi. Oui, si c'est une majorité des Catalans qui veulent être indépendants, c'est une majorité, il faut l'accepter. Mais ils ont, donc on verra le 21 décembre. On va s'arrêter là et on va passer à nos coups de cœur. Alors, on commence tout de suite par Nicolas qui lance, comme d'habitude, des insultes. Pardon? Retirez tout de suite ce que vous venez de dire, espèce de pourri. Alors, je voulais faire à la fois un clin d'œil et un coup de cœur pour Sylvie, qui est d'abord par solidarité, vous savez que c'est ma camarade, elle est souvent ici, Sylvie Losberg, et elle a comme moi l'expérience de l'exploitation par vos soins, et donc je trouve que la solidarité étant une valeur qui se perd, je me devais de l'afficher tout d'abord, et puis sur le contenu, ça doit être une des premières fois depuis quelques mois qu'on ne parle pas de ces questions, et je pense que c'est quelque chose qui doit mériter d'être rappelé chaque fois, on n'enfoncera jamais assez le clou, il est temps d'en finir avec cette saleté de domination masculine, et donc j'en profite pour dire achetez le court essai de Sylvie Losberg et réfléchissez à comment vous vous comportez et comment on peut faire pour bâtir un monde où les femmes seront les égales des hommes, ce qu'elles sont très largement. Oui, donc ça s'appelle Toutes des salopes, injures sexuelles, ce qu'elles disent de nous par Sylvie. Je voulais vous l'entendre dire, Jean. Voilà, exactement. On va passer cette fois-ci à Béa qui, elle, lance des fleurs. Ça change. Oui. Je voudrais parler d'une jeune entrepreneure bruxelloise, c'est quand même une femme, et elle a créé un business qui s'appelle Haut les Cœurs. Elle fait livrer à vélo
des bouquets de fleurs locales, bio, donc 0 empreinte carbone, parce que vous savez, quand on achète des roses, parfois elles viennent de Colombie, ça vient de loin par avion, donc oui, même on voit les traces de carbone dessus. Il faut les secouer avant pour vérifier qu'il n'y a rien dedans. Et même, ça marche tellement ce business de haut les cœurs que Amandine Mazier, puisque c'est elle qui fait ça, a suscité chez des fermiers des environs de Bruxelles la décision de planter des fleurs dans leur champ de légumes. Voilà. Alors, à la place des légumes. À côté des légumes. Alors évidemment, là, pour le moment, en Belgique, des fleurs, il n'y en a plus beaucoup. Ouais. Donc, elle les fait venir de pas très loin, des Pays-Bas, etc. Voilà. Elle s'appelle Amandine Mazier. Elle était journaliste et comme quoi le journalisme mène à tout à condition d'en sortir. Alors, Marcel, lui, justement, qui est romancier, qui écrit des romans, était finaliste du prix Rossel. Mais il n'a pas gagné. Mais il voulait parler de 3 autres finalistes, 3 femmes. Alors comment? Allons-y. Oui, nous avons Nathalie. Donc il ne faut pas oublier les 3 finalistes femmes qui étaient dans la compétition, si on peut appeler ça une compétition. Et donc nous avons Nathalie Scovrenet qui a écrit un très joli livre, Un monde sur mesure, qu'on pourrait dire un livre sur le sentier, sur le souvenir. Un autre, Victoire de Chanzy, qui est un livre sur l'amour, une dose de douleur nécessaire. Et enfin, un recueil de nouvelles de Zoé Derlin qui s'appelle Le goût de la limace, que je vous recommande tous les 3. Alors vous, Pierre, voulez nous parler d'un spectacle annuel. Moi, j'ai mis 19 ans à passer le préjugé qu'un spectacle fait par un père et son fils allait être un spectacle de Francifère. J'étais l'année passée, parce que quand j'étais gamin, je détestais André Rémy. Et donc, le voir Baudouin et André, et j'étais voir l'année passée, Sois belle, j'étais toi. Et c'est un super spectacle, franchement, ça envoie du pâté, comme on dit. C'est très bien écrit, c'est très bien interprété. Tous des gens qui sont des amateurs, et c'est juste fantastique. Je suis ravi d'y aller ce soir. Voilà. Oui, c'est au Théâtre Saint-Michel, je prends mon sac de couchage avec Joël Mitquet. Ça a commencé hier soir, vendredi, c'est la 20e édition. Et alors moi, dans mon cas, je voulais parler 2 livres de fin d'année, des recettes à s'en lécher les babines, du chocolat avec Pierre Marcolini et son carnet de voyage, un tour du monde en 70 recettes. C'est paru aux éditions de La Martinière. Et l'autre ouvrage, c'est Les filles qui cuisinent aux éditions Racine, Lise Couvreur et Catherine Kirsbaum, avec des recettes gourmandes, locales et de saison. Elles ont des restaurants, c'est toujours très très bon et leur livre est très très chouette à lire. Voilà, je vous remercie à tous, invités et chroniqueurs. Bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine.